Europe 1, 8h33, la revue de presse. De Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, un nom s'affiche. Jusqu'à saturation. Libération, Abdeslam, détenu public numéro 1. 20 minutes proclame même « La parole est à Abdeslam ». Pendant ce temps, le Parisien sort sa calculatrice. Taxes et impôts, un quinquennat à 95 milliards. Et le Figaro cible surtout le milliard du régime des intermittents du spectacle. Chantage de printemps. On commence donc avec Salah Abdeslam. Oui, on serait presque gêné de voir ce visage soudain partout. On sent poindre les polémiques d'ailleurs, parce que, comme l'explique le Figaro, les heures d'interrogatoire vont ressembler à une partie de poker menteur. La question du mensonge est d'autant plus compliquée qu'il s'agit d'un des droits les plus stricts du mise en examen, rappelle un avocat. Mais une phrase rapportée dans Libération hier retient surtout l'attention. Une phrase de l'avocat belge de Salah Abdeslam expliquant que son client est un petit con de Molenbeek issu de la petite criminalité, plutôt un suiveur qu'un meneur. Il a l'intelligence d'un cendrier vide, il est d'une abyssale vacuité. Le site Slate pose la question. Peut-on réellement plaider la bêtise ? Eh bien, la réponse est clairement oui, répondent les avocats. Parce que la bêtise, parfois, si elle n'est pas une excuse, constitue une explication. Mais elle peut aussi devenir une stratégie de défense, une stratégie pas forcément glorieuse. Mais y a-t-il de la gloire dans le mal ? Il faut lire l'article de Libération sur ces avocats qui ont choisi de défendre les hommes qui, à un moment donné, incarnaient le mal absolu. Maître Vergès défendant Klaus Barbie et Pol Pot, Maître Henri Leclerc défendant Richard Roman, accusé du meurtre d'une fillette, et tous les avocats des terroristes. Tous ont reçu des lettres d'insultes et des menaces de mort. Tous, pourtant, proclament la nécessité de défendre un homme sans pour autant excuser ses actes. Il y a des cas pourtant où l'accusé n'a trouvé personne, où il a fallu un avocat commis d'office, Michel Fourniret par exemple. Mais le travail de l'avocat est celui d'un équilibriste. Je crois que je n'ai jamais vu de salopard absolu, raconte Maître Liénard. Le type n'est jamais à la hauteur de son crime, il est souvent petit, veule, lâche. Tout le travail de l'avocat consiste à lui rendre son humanité. Cette humanité, justement, que les terroristes veulent nier chez les autres. D'une prison à l'autre, Natacha. Oui, parce qu'il est beaucoup question de Fleury-Mérogis ce matin, mais l'Obs nous emmène visiter une autre prison, beaucoup plus étonnante, la prison internationale de La Haye. Scheveningen, palace des tueurs de masse. Un endroit en tout cas où se côtoient les criminels de guerre et les dictateurs, où les bouchers serbes croisent les massacreurs bosniaques. Bien sûr, il faut franchir 23 portes pour atteindre les cellules, mais les magistrats décrivent un petit havre de tranquillité. Le Hilton de La Haye, plaisante les matons. Le tribunal pour l'ex-Yougoslavie dispose d'un étage, il en avait 4 par le passé, et la Cour pénale internationale utilise un couloir. 1,7 million d'euros par an pour 6 cellules. On y trouve aujourd'hui Laurent Gbagbo, Ratko Mladic, Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, djihadiste malien accusé de la destruction des mausolées de Tombouctou. Un tableau incroyable de ces tueurs de masse chantant en chœur lors de petites soirées ou révélant leurs dons de cuisinier et qui n'empêche pas la plupart de n'avoir jamais exprimé le moindre regret. Le Point nous parle du monde musulman tel qu'on ne le voit plus aujourd'hui. Oui, et la une du Point, c'est une photo noir et blanc de 3 jeunes femmes en corsage et jupe courte, maquillées, cheveux au vent. Kaboul, 1972. Le Point consacre un dossier à ce monde musulman tel qu'on ne le verra plus. Mais plus encore que les textes, ce sont les photos qui nous ramènent au vertige du monde tel qu'il est devenu. Cette photo de l'université du Caire en 1959, toute une promotion, presque une moitié de jeunes femmes. En cherchant bien, on en trouve une qui porte un semblant de petit fichu mais qui évoque plutôt Brigitte Bardot. Photo de 2004, des dizaines de jeunes femmes et 7 seulement qui ne portent pas de foulard islamique masquant le cou et les cheveux. Que s'est-il passé, se demande l'hebdomadaire, entre hypocrisie des régimes autoritaires, naïveté face au contenu de l'enseignement dans les campagnes. Aujourd'hui, de jeunes égyptiennes revendiquent le voile pour se protéger des mains baladeuses. Un incroyable renversement de la notion de liberté. Une histoire de cathédrale à présent. Oui, c'est une très belle histoire que nous raconte le Figaro, celle d'un étudiant musulman, soudanais, décidé à faire reconstruire une cathédrale détruite par les milices islamistes. Un projet fou dans ce pays ravagé par les guerres ethniques et religieuses. Pour réussir, il doit convaincre des ONG, des mécènes et même le pape. Mais il est porté par une idée, la réconciliation. Passons à l'art contemporain. Oui, Libération nous raconte le grand retour de François Pinault à Paris pour implanter sa collection d'art, vous savez, dans le bâtiment de la Bourse du Commerce. Mais à Londres, nous dit le Figaro, le débat sur l'art prend une autre forme. Le maire de Londres, Boris Johnson, vient de décider la transformation d'une œuvre géante d'Anish Kapoor en toboggan de parc d'attractions. Alors, à 17 € la descente, 178 mètres, 72 virages. Mais de fait, l'œuvre baptisée The Orbit coûte 12 000 € par semaine et n'attire
n'attire pas les foules. Dans sa chronique, Luc Ferry cite Mario Vargas Llosa, l'écrivain, et ses critiques au vitriol sur l'art contemporain. Sa rébellion devenue procédé, sa transgression devenue cérémonie. Alors une œuvre d'art peut-elle être rentabilisée en toboggan, ou est-ce la preuve que ce n'était pas vraiment une œuvre d'art ? On pourra faire plancher Raphaël Antoven sur le sujet dans la morale de l'info. On termine à table. Ben oui, parce qu'il est quand même beaucoup question des valeurs françaises en ce moment, mais le Parisien nous rappelle une de nos spécificités, la pause déjeuner. Figurez-vous que nous y consacrons plus de 45 minutes et c'est une exception. Enfin, 45 minutes, ça c'est pour ceux qui mangent vite. Mais donc quand les autres pays expédient ça en moins de 30 minutes, les pauvres. Et nous privilégions d'ailleurs le plus souvent possible le fameux repas gastronomique des Français, c'est-à-dire entrée, plat, fromage et dessert dans nos plus beaux rêves, donc au resto, quand les Japonais et les Roumains, par exemple, se préparent leur petite boîte, leur bento, vous savez, et quand les Vénézuéliens, aux tristesse, vont au fast-food. Finalement, la défense de l'exception culturelle, elle est là. Le repas des Français, c'est une œuvre d'art qui vaut bien les toboggans d'Anish Kapoor. La revue de presse de Natacha Polony, qu'on retrouve tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Demain, Natacha. À demain.